pour les intimes qui sont au cœur de cette troisième séquence thématique qui va mettre le focus sur la circularité de l'eau comme l'un des éléments clés de la compétitivité industrielle. En effet, recycler, réutiliser, innover, voilà des leviers qui semblent essentiels face à la rareté croissante de la ressource eau. Mais quelle solution pour recycler les eaux de process? Quels freins techniques, réglementaires ou économiques à la réutilisation et au recyclage? Comment valoriser les eaux industrielles usées? Pour quels usages? Pour quels gains? Bref, des questionnements que je vais soumettre à mes 4 invités que j'accueille tout de suite. Elle s'appelle Solène Silly, il s'appelle Jules Heinz, Laurent Kozmalski et Johan Simon, si vous voulez bien. Merci. Bonsoir et bienvenue. Heureux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ravi de vous accueillir pour bavarder en cette fin d'après-midi. Je fais tout de suite les présentations. Solène Silly, honneur à vous. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation des organisateurs. Vous êtes, chère madame, responsable adjointe de l'atelier de production de Canelia Rouvroy Poudre, filiale du groupe Lactalis, basé à Rouvroy sur Audry, dans les Ardennes, spécialisée dans la fabrication de produits laitiers. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, la plus importante laiterie du département ardennais. J'ai cherché. C'était pas facile à trouver. Plus précisément, ce sont quelques 90 salariés, je crois, sur votre site qui transforment le lait en poudre infantile ou en ingrédients spécifiques pour d'autres segments agroalimentaires. Environ 1,3 million de litres de lait collectés et transformés chaque jour. Ça fait à peu près un peu moins de 440 millions de litres par an, c'est ça? Oui, c'est ça. Quelques compléments ou ça vous va? Non, je veux bien compléter. Je vous en prie. Donc effectivement, sur les 1,3 million de litres de lait qui sont traités en 3-8 toute l'année, donc nous travaillons sur un process continu, 40% de ce lait traité part sur de la poudre de lait destinée à la nutrition humaine, et 60% part sur de l'application à des ingrédients du lait. Donc c'est pour ça que de quoi est composé le lait? 1 litre de lait, c'est 87% d'eau. Et ensuite, on a des composants, donc de la matière grasse, des protéines, des glucides, qui sont répartis entre 3 et 5% chacun, et quelques minéraux. Et donc, ces ingrédients servent à des applications plus spécifiques, notamment les protéines qui servent à faire du fromage, comme la mozzarella, et d'autres protéines qui servent, par exemple, à la poudre, la whey, pour les sportifs. Merci pour ces précisions. Très heureux de vous accueillir dans ce panel. Laurent Kozmalski, ça va? Très bien. Vous êtes le directeur région Est de Veolia Eau France, premier opérateur français de services d'eau. Vous êtes basé à Metz. Alors pour être plus précis, l'activité eau de Veolia gère des services d'eau, de dépollution et de valorisation des eaux usées pour les collectivités et les industriels. Alors juste pour donner quelques chiffres sur le plan national, quelques 12 000 collaboratrices et collaborateurs, une gestion de plus de 2200 usines de production d'eau potable et quelques 1930 usines de traitement d'eau usée. Quelques points de repère complémentaires, si ceux-là sont bons déjà? Oui, peut-être sur la région Est, par exemple. pour citer quelques-uns de nos clients importants sur cette région. Sachant que votre région Est, c'est un peu plus que le Grand Est. Oui, alors on est partenaire notamment très proche d'ici du plus gros syndicat des eaux de Moselle, qui est le syndicat des eaux de la région Messine, qui alimente notamment la ville de Metz. On est partenaire de la métropole du Grand Nancy, dont on a eu un représentant tout à l'heure, puisqu'on exploite la station d'épuration de Maxéville. En exploitant de la station d'épuration de Strasbourg pour l'Eurométropole de Strasbourg également. Merci beaucoup. Johan Simon, merci d'être avec nous. Tout va bien? Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci aux organisateurs pour leur invitation. Et vous êtes dans la lumière, mais vous avez fait... J'ai tout vu. Vous êtes bien comme ça de biais, c'est parfait. Alors je sais pas pour le caméraman peut-être si c'est bien. Peut-être vous remettre un petit peu quand même face à la caméra. Un tout petit peu, voilà. Vous êtes, je ne veux pas être directif, mais je ne veux pas me faire gronder à la fin. Vous êtes le directeur technique de Sablière Elmbacher. Alors moi je dirais Elmbacher, mais voilà, c'est Elmbacher et les Ballastières Elmbacher, donc 2 sociétés présentes sur le marché alsacien des granulats et depuis près d'un siècle. Alors, il s'agit de 2 entreprises qui sont indépendantes, familiales, qui comptent quelques 70 emplois sur 5 sites
Walf, Erbsheim, Benfeld, Echo Est et Echo Ouest. Alors juste pour donner un ordre de grandeur, votre production moyenne avoisine 1,2 million de tonnes de granulats. C'est environ 10% des besoins du département du Bas-Rhin. C'est pour donner un ordre de grandeur. Ces données vous conviennent ? Oui, les chiffres sont exacts, mais pas que. On est effectivement producteur de granulats naturels sur la plaine d'Alsace. Tous nos sites, les 5 sites que vous avez cités, sont effectivement établis dans le département du Bas-Rhin. Mais on est aussi producteur de granulats recyclés, initiative qu'on a débutée en 2018. Granulats recyclés qui sont produits à partir des matériaux de déconstruction qui sont accueillis sur nos plateformes. On a une de nos plateformes, qui est la plateforme d'Echo Est, qui est dédiée à cette activité de production des granulats naturels. Que dire, nos métiers sont réellement ancrés dans leur territoire et c'est important à comprendre, je pense, pour la suite de nos échanges. On base nos sites là où la ressource est disponible. Alors, certains répondront que la plaine d'Alsace est vaste et qu'il y a de la ressource dans toute la plaine d'Alsace. C'est exact, mais néanmoins, nos sites sont locaux, nos matériaux sont pondéreux et voyagent peu. C'est aussi un point important à intégrer. C'est-à-dire que les matériaux qui sont produits localement sont aussi vendus dans le même bassin que le bassin dans lequel ils sont produits. Cette transition vers la production de granulats recyclés, finalement, elle participe à l'économie de la ressource et de la ressource en général, pas que de la ressource en eau qui nous réunit aujourd'hui avec cette table ronde sur la réutilisation, mais de la ressource naturelle en général. On pense d'abord aux alluvions, qui est de la ressource foncière, qui ne se régénère pas, en fait, qui est pas pérenne. On pense aussi à la ressource énergétique, on pense à la ressource en eau, qui sont des points importants. Et en tout cas, cette volonté d'économie de la ressource, je pense qu'aujourd'hui, elle dicte elle dicte notre vision du métier et notre développement stratégique pour les prochaines années. J'ai trouvé mon passionné pour cette table ronde. Voilà. Jules Heinz, bonsoir à vous, très heureux de vous accueillir. Vous représentez la DREAL Grand Est, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement que vous connaissez tous, au sein de laquelle vous occupez la fonction d'inspecteur fonctionnel eau au sein du SPRA, le service de prévention des risques anthropiques. Alors parmi les nombreuses missions dévolues à cette direction régionale, je citerai notamment la transition énergétique pour la croissance verte, la prévention des risques à fort impact humain et économique, bien sûr, la préservation des ressources naturelles et la biodiversité, et enfin l'accompagnement de la transition écologique et l'évaluation environnementale. J'espère que j'ai été complet et précis. C'est très bien pour la DREAL. J'aurais pu dire que vous êtes aussi un gendarme. C'est ça. Du coup, je représente la DREAL dans ses missions de police de l'environnement. Donc, sous l'autorité du préfet, notre mission, c'est d'encadrer les activités agricoles et industrielles afin de garantir la protection de l'environnement et de la santé. Notre champ d'action, ce sont les ICPE, donc c'est les activités industrielles qui sont classées du coup, sous les rubriques ICPE françaises. Et notre mission, c'est d'appliquer la réglementation de manière uniforme et équitable sur l'ensemble du territoire. Donc nos missions couvrent l'ensemble des enjeux environnementaux, donc l'eau, l'air, le sol, les déchets, les risques accidentels, les risques technologiques, et notamment du coup la sobriété hydrique, où on intervient en tant que relais opérationnel du préfet dans les entreprises pour appliquer la sobriété hydrique, notamment du coup en période de sécheresse. Merci pour cette précision. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Une question peut-être simple à tous les quatre, si vous le permettez, pour démarrer. Quand et comment la question du recyclage et de la réutilisation de l'eau s'est-elle imposée dans vos entreprises et ou institutions ? Laurent Kozmalski, je vais peut-être démarrer avec vous et Veolia, qui accompagne beaucoup de sites. Quand est-ce que vous avez senti un vrai tournant ces dernières années dans la demande industrielle sur ces questions ? Un tournant, parce que je voudrais dire, c'est il y a peut-être pas eu de tournant. Pour rebondir sur ce qui a été dit déjà par les industriels qui sont intervenus aujourd'hui. En fait, pour moi, les industriels sont d'abord des game changers en matière de gains de productivité. C'est un peu leur leitmotiv, c'est de réduire les coûts de production, d'être de plus en plus compétitifs. En France, depuis 30 ans, les prélèvements d'eau dans le secteur industriel ont quand même baissé de quasiment 50%. Alors certes, il y a une accélération consécutive à 2022, il y a un plan eau climat, mais les industriels n'ont pas attendu cette étape-là pour faire des gains de productivité. Ils sont d'abord emparés, je pense, des sujets de l'énergie, mais c'est vrai que ce que nous, on constate depuis maintenant quelques années, c'est qu'en fait, ils gèrent l'eau comme l'énergie, un peu de la même manière.
avec une même philosophie. En France, on a été quand même contraint depuis un certain nombre d'années par un contexte réglementaire qui n'était pas du tout facilitateur. C'est-à-dire qu'il y a des pays européens qui étaient dans lesquels le recyclage de l'eau était beaucoup plus simple dans le contexte industriel, notamment en Belgique. Par exemple, le groupe Veolia, on a fait beaucoup plus de projets de recyclage ces 10 dernières années en Belgique qu'en France. Le sujet s'est un petit peu plus accéléré ces dernières années, grâce à une réglementation qui s'est déverrouillée, on va dire, ces deux dernières années, notamment en 2024, qui permet enfin de faire des projets de recyclage dans certains secteurs d'activité comme l'agroalimentaire. Ce n'était pas le cas avant, en tout cas c'était beaucoup plus difficile. Et donc on a ce changement de paradigme. Et puis il y a aussi un autre sujet qui intervient aujourd'hui, qui est testé par Simon Porcher, c'est aussi quelque part la nécessité pour certaines grandes entreprises de respecter une certaine politique RSE, ou en tout cas de répondre aux différents questionnements de leurs parties prenantes, avec des objectifs souvent fixés à 2030 d'économie de l'eau qui sont assez importants. Donc on voit une accélération dans les projets de recyclage partout dans le monde. Et on y reparlera peut-être, mais surtout dans certains secteurs d'activité qui sont pointés du doigt, notamment les secteurs émergents, comme la microélectronique, comme les data centers, où effectivement on a des clients qui sont prêts à investir beaucoup d'argent pour mettre en œuvre des recyclages et des solutions technologiques. Evan Simon, dans la sablière, c'est une question très, très concrète. L'eau est vitale, évidemment, dans votre process pour le lavage. Ah oui, effectivement, l'usage de l'eau est concret, c'est une vraie problématique. Son usage est vital, mais avant tout, rappelons-le, mais les sites que nous exploitons sont basés dans la plaine alluviale d'Alsace. Il faut comprendre que chaque fois qu'on sort une tonne de granulats naturels du sous-sol, c'est la nappe phréatique qui remonte à la surface. Et donc on expose de fait cette nappe phréatique, puisque ces alluvions ont été charriées par le Rhin historique et ont constitué toute cette plaine rhénane que nous exploitons. Donc notre premier devoir, et celui-là n'est pas optionnel, c'est d'abord la protection de la nappe, la protection de la ressource naturelle, qui, ça a été dit dans les tables rondes précédentes et dans les présentations, mais qui est un bien commun et qu'on se doit de protéger. Je crois que ça, c'est le premier point. Deuxième volet de la réponse, alors là, il est un peu moins glamour, mais du coup, c'est un volet réglementaire et ça fait écho à ce que disait Jules Heinz. Nos métiers relèvent des industries classées pour la protection de l'environnement. On est soumis à des seuils de prélèvement maximaux en fonction de vos quantités de production. Vous êtes soit invité à réemployer partiellement, soit à faire du circuit fermé. Nos sites sont suffisamment grands pour être invités à faire du circuit fermé. S'agissant du projet de Benfeld qui motive notre présence aujourd'hui, c'est le projet qu'on vient présenter et qui a été accompagné par l'Agence de l'eau, on les en remercie encore. On a souhaité proposer un modèle alternatif au recyclage intégral qui, à notre sens, est bien plus vertueux. Donc, c'est pour répondre à votre question de comment on en est venu à cette prise de conscience du besoin en eau. Au-delà de ça, c'est maintenant, nous, une thématique qui nous anime, je dirais, depuis 2016. On a commencé une campagne de mesures à l'échelle industrielle sur d'autres de nos sites. Et ça fait le lien avec la table ronde précédente, d'abord pour comprendre nos usages de l'eau. C'est pas évident à comprendre quand on a des circuits qui sont complexes, pour quantifier notre juste besoin et le définir. C'est aussi une vraie difficulté. Alors ça paraît toujours surprenant qu'un industriel se questionne sur son besoin d'accès à la ressource, mais c'est réellement le cas et c'est pas un travail facile à faire. Et donc c'est des démarches qu'on a initiées en 2016 et qui ont permis de nourrir tout le travail de conception qui a été fait autour de cette installation de Benfeld qui a été inaugurée il y a maintenant tout juste un an. Solène Silly, dans l'agroalimentaire, qu'est-ce qui a déclenché votre réflexion sur la maîtrise de l'eau dans vos process ? Eh bien, comme tous mes collègues l'ont dit tout à l'heure, c'est vrai que le process agroalimentaire, c'est un fait, consomme énormément d'eau. Où est-ce que l'eau va ? L'eau est utilisée pour faire les lavages, dans le process, pour amorcer les lignes, pour les pousser. L'année dernière, notre site a consommé chaque jour 800 000 litres d'eau, ce qui est énorme, dont un quart de cette eau a été utilisée pour aller sur la filtration et le cracking dont je vous parlais tout à l'heure. Donc évidemment que lorsque nous avons des restrictions en eau et
un manque d'eau, nous sommes impactés sur notre production. Donc l'idée, c'est trouver des alternatives pour être autonomes dans nos process. Dans votre process, ouais. Jules Heinz, du point de vue de la DREAL, comment est-ce que vous percevez cette montée en puissance des démarches de recyclage et de réutilisation dont on va évidemment parler? Pour nous, pour l'administration, cette montée en puissance, ce n'est pas seulement une tendance, c'est aussi quelque chose qui est inscrit dans la loi. Le Code de l'environnement, il impose la promotion d'une utilisation économe, durable et efficace de la ressource en eau, par la réutilisation des eaux usées traitées, mais aussi par la substitution de l'eau potable par de l'eau de pluie. Et depuis 2018, la DREAL Grand Est a prescrit des diagnostics de consommation d'eau qui comprennent une analyse des réductions possibles, aussi bien en fonctionnement normal qu'en fonctionnement dégradé en période de sécheresse. Et concrètement, ce qu'on voit, c'est que ces économies d'eau passent d'abord par la mise en place de procédés ou de matériaux moins consommateurs d'eau. Et dans un second temps, c'est des optimisations à base de réutilisation ou de recyclage de l'eau. Mais c'est vrai qu'il y a eu une modification de la réglementation qui a aussi du coup poussé beaucoup de projets à se concrétiser de façon concrète. Alors, par rapport à cette évolution de la réglementation, je vais rester avec vous. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ces questions de recyclage et de réutilisation? Et peut-être ce serait même utile de redire la petite nuance qu'il y a entre recycler et réutiliser. Oui, tout à fait. Ouais, c'est important de bien comprendre la nuance. Donc d'un côté, on a le recyclage de l'eau. C'est le principe du circuit fermé. Au sein d'un procédé, l'eau est utilisée, traitée si besoin, puis réinjectée dans le même procédé pour la même utilisation. Donc ça, c'était le recyclage. Pour la réutilisation, là, on va changer d'usage de l'eau. Donc on récupère l'eau après un premier usage pour l'utiliser dans un second. Et toute la question, c'est donc d'avoir une qualité de l'eau qui est compatible avec ce nouvel usage. Et c'est là que la question de la réglementation intervient, puisque quand on sort du circuit fermé et qu'on a un changement de catégorie d'usage, on a aussi un changement de niveau de risque et donc de cadre juridique. Et donc, au sein des ICPE, c'est quand même quelque chose qui est pas si nouveau que ça. C'est une pratique ancienne qui est encadrée depuis de nombreuses années, à savoir du coup l'optimisation des consommations d'eau. Mais on était limité réglementairement dès qu'on voulait sortir de ce procédé strictement industriel. Donc en 2023, lors de l'élaboration du plan eau, le gouvernement a affiché une ambition claire, c'était de lever tous les verrous qui empêchaient d'aller plus loin sur le sujet. Notamment du coup à favoriser la réutilisation dans certains secteurs, mais aussi d'ouvrir la voie à l'utilisation des eaux non conventionnelles pour les usages dits domestiques. Donc c'est désormais chose faite. On a connu une accélération législative majeure en 2024 et 2025, avec l'apparition de nombreux textes et arrêtés structurants qui ont notamment ouvert la voie à la réutilisation dans le secteur agroalimentaire et aux usages domestiques au sein des entreprises. Voilà. Je vous voyais parti, donc mais c'était déjà très, très, très clair et complet, visiblement. Laurent Kozmalski, vous travaillez évidemment dans ce cadre réglementaire avec plusieurs clients industriels. Quelles sont de votre côté les principales problématiques que vous rencontrez, peut-être aussi les difficultés que vous relevez? Je dirais que déjà pour essayer de resituer un petit peu le cadre des projets sur lesquels on travaille, alors ça dépend les géographies du monde. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle tendance mondiale qui est celle en fait de la création d'usines quasiment en circuit fermé, notamment dans certains secteurs d'activité, la microélectronique, dont on parlait, les semi-conducteurs, c'est un secteur qui est en plein boom au niveau mondial. Il y a également les data centers. Et puis, tout nouvel type d'usine. Donc aujourd'hui, les demandes de nos clients industriels, c'est de leur concevoir en fait des installations clés en main qui permettent en fait de réduire quasiment jusqu'à son paroxysme en fait la consommation d'eau, voire d'alimenter des sites industriels complets avec des eaux usées, totalement recyclées. Je peux vous citer quelques exemples. Donc là, hier, Veolia, par exemple, a annoncé un partenariat stratégique avec le groupe Amazon sur la construction de data centers pour les alimenter en eau de refroidissement à partir d'eau usée, de l'eau usée urbaine. On a également signé un contrat avec une entreprise, alors peut-être ça parle
pas à certains d'entre vous, qui s'appelle Micron, qui est un des plus gros fabricants mondial de semi-conducteurs, où on alimente en fait des sites dans le Wisconsin aux États-Unis à partir d'une eau ultra pure avec quasiment 70% d'eau qui est recyclée également. Et puis, on vient de signer un contrat récemment avec Total, dans un immense complexe industriel qui se situe en Arabie Saoudite, où là, on construit une usine de recyclage d'eau usée dans le désert. On est dans le désert, on est au milieu, quasiment sur la Lune. Et on recycle des eaux industrielles donc, très chargées, d'un complexe pétrochimique, c'est un des plus grands du monde, pour alimenter une nouvelle usine pétrochimique que va mettre en route Total dans les années futures. Voilà, ça c'est un panorama de type de projets sur lesquels le groupe travaille aujourd'hui dans le monde. Donc c'est des projets de très grande envergure. Et si on revient aux difficultés qu'on rencontre, mais je dirais que c'est des difficultés qui sont un peu maintenant de domaine du passé. J'ai plein d'anecdotes parce que quand on est sorti de la crise de la sécheresse en 2022, on a essayé de mettre en œuvre beaucoup de projets de réutilisation d'eau usée traitée en sortie de stations urbaines qu'on a conçus, qu'on a mis en route à certains endroits, et on s'est heurté malheureusement, je dirais, au mur administratif, notamment des instances sanitaires, puisqu'on a réussi à obtenir, après de longs mois de discussion, les premiers arrêtés d'utilisation d'eau usée traitée en sortie de station d'épuration. Mais c'était des arrêtés qui étaient tellement truffés si vous voulez, de barrages, qu'en fait, on ne pouvait rien faire des installations qui ont été mises en service, les premiers mois, les premières années. Donc il y a eu un déverrouillage complet administratif, heureusement avec une simplification. Mais au début, voilà, on a eu des arrêtés qui rendaient l'utilisation de ces eaux totalement inutile, alors qu'on avait affaire à des eaux qui étaient retraitées, traitées sur station UV, rechlorées, et qui ne pouvaient faire l'objet d'aucun usage. Donc c'était un petit peu dommage. Donc ça, c'est juste une petite précision. Mais aujourd'hui, voilà, les dossiers sont beaucoup plus simples à mener quand on veut recycler des eaux, quand on veut mettre en œuvre une installation de réutilisation des eaux usées traitées. Merci pour ces exemples, Solène. Silly, dans un secteur où la qualité sanitaire est évidemment primordiale, comment est-ce que vous conciliez les contraintes réglementaires et l'innovation? J'imagine que vous êtes accompagné sur ces démarches. Bien sûr, donc c'est un réel enjeu parce qu'en tant qu'industriel, notre objectif, c'est premièrement de traiter la matière, garantir en finalité un produit conforme pour nos clients. Et le tout en s'assurant et en validant l'arrêté préfectoral qui nous conditionne sur nos consommations et nos rejets. Donc pour ça, évidemment que l'idée, c'est toujours d'aller plus loin, de rechercher des nouvelles innovations qui existent à différentes échelles. Par exemple, sur l'échelle du site, donc à petite échelle, chacun est tous acteurs, nous sommes tous acteurs des fuites et des consommations qui sont sur site, et principalement une ingénieure production travaille sur les réductions d'eau, les rejets. Pourquoi laver par exemple une installation avec 100 litres d'eau quand on peut l'optimiser et utiliser seulement 80 litres d'eau. Donc moi j'aime dire les petits cours d'eau font les grandes rivières, donc c'est un premier levier. Et un deuxième, c'est à plus grande échelle, et notamment avec l'agence de l'eau qui nous aide pour mettre en place des projets à plus grande échelle. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Nous sommes aidés et en même temps on agit pour réduire l'eau, parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de production, et tout en découle. Tout s'arrête, bien sûr. Johan Simon, du côté de vos PME industrielles, je dis vos, puisqu'on a parlé des deux structures, comment s'articule justement ce cadre? Est-ce que les procédures restent un frein pour vous? Quelles sont les relations? Comment est-ce que vous travaillez avec les autorités et le territoire? Vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est vrai, pour connaître ce territoire, vous êtes très ancré en fait dans la culture du territoire. Oui, alors pour répondre au premier volet sur le cadre réglementaire, je pense qu'il y a deux façons d'appréhender ce cadre réglementaire. Soit vous le subissez et chaque itération réglementaire fragilise votre situation d'industriel. Et alors, concernant nos métiers, par exemple, ça peut être l'arrêté de sécheresse de 2023 qui a fragilisé un certain nombre d'industriels qui se retrouvent ces 2 dernières années à ne plus pouvoir produire ou à produire de manière dégradée. C'en est un exemple.
soit vous êtes proactif et innovant, je pense, dans la vision de votre métier. Et ça vous permet alors déjà de créer un dialogue, que ce soit avec vos autorités, vous parlez d'autorités, mais plus généralement avec l'ensemble des parties prenantes. Et les parties prenantes sont importantes, hein, ça a été rappelé au cours notamment de la première table ronde. Je crois que c'est essentiel dans notre métier, on observe les uns et les autres une forme de défiance, ou en tout cas de challenge à l'égard de nos professions et de nos usages de la ressource en particulier. Je crois que c'est important et ça fait un peu le lien avec ce que disait M. Morvan, hein, c'est anticiper pour durer, hein, c'est un peu l'idée. Et je pense qu'aujourd'hui l'innovation permet un peu de s'affranchir de ce cadre réglementaire. Le deuxième constat sur cette réglementation, c'est que bien souvent elle est datée et quand les enjeux sont urgents, et on a rappelé l'urgence de la préservation de la ressource en eau, la technologie avance nettement plus rapidement que la réglementation. Et ça, c'est hyper important de le saisir. Je crois qu'aujourd'hui, un industriel qui serait en capacité de proposer un modèle vertueux qui ne répondrait pas stricto sensu au cadre réglementaire, mais qui permettrait de faire preuve d'une plus grande préservation de la ressource, serait plus facilement accepté. Alors, s'agissant de notre projet de Benfeld, puisque c'est l'objet de notre raison ici, si on prend notre autorité de tutelle qui est l'ADREAL, on n'a subi aucun frein, hein, c'était votre terme, on n'a subi aucun frein de cette autorité-là qui finalement nous a dit si vous êtes certain d'être capable de proposer ce modèle-là, proposez-le et surtout faites en sorte d'être transparent sur les résultats réels. Et ça, je crois que c'est important. C'est qu'il y a quelque part, il y a aussi une forme de bienveillance de l'administration. C'est un encouragement, oui, heureusement. Heureusement, et je pense aussi que ça se justifie par la vétusté de nos textes réglementaires. On le voit, alors nous, le texte réglementaire qui s'applique pour nos usages de l'eau date de 2014, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais j'ai en tête l'arrêté de novembre 2014. On le voit, hein, c'est un arrêté qui a 12 ans maintenant. Bien évidemment, la technologie a évolué drastiquement ces 12 dernières années en faveur de la réutilisation de nos eaux industrielles. On l'a vu aussi avec nos interlocuteurs à l'agence de l'eau qui se sont immédiatement saisis de ce projet-là. Notre angle d'attaque, ça a été d'essayer de concevoir un modèle vertueux qui préserve l'ensemble, hein, on y reviendra peut-être plus tard, mais l'ensemble de la ressource. Donc la ressource en eau d'un côté, mais aussi la ressource minérale que nous exploitons, c'est extrêmement important. Et c'est un des volets de l'investissement qui a été cofinancé par l'agence de l'eau. Merci pour ce témoignage. On va prendre quelques instants encore pour évoquer, avant de vous laisser la parole pour des questions, quelques exemples de solutions concrètes que vous avez mises en œuvre les uns les autres. Comment est-ce qu'on recycle, comment on réutilise, avec quels résultats, pour quels usages aussi. Laurent Kozmalski, le 3 février, a marqué l'inauguration de l'installation dédiée à la réutilisation des eaux usées traitées sur la station d'épuration de Strasbourg-Laventionneau. Il s'agit à l'heure actuelle de la plus grande unité de réhute française. Est-ce que vous pouvez décrire brièvement ce dispositif et quels usages industriels sont concernés? Alors ce projet, déjà pour resituer la station d'épuration Laventionneau à Strasbourg, c'est la 4e station d'épuration française. Elle traite les effluents d'1 million d'équivalents habitants. Et lorsqu'on a commencé l'exploitation de ce contrat, on avait fait le constat que les besoins de l'usine, alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais sur une station d'épuration, on traite des millions de mètres cubes d'eau, mais en fait on utilise de l'eau douce pour les besoins de l'usine, pour les dilutions de produits de traitement, pour le four, on a un four d'incinération de boue, etc. Donc on a beaucoup d'usages d'eau. Et ces usages d'eau étaient couverts par de l'eau de forage, en fait, de l'eau de nappe, à hauteur de quasiment 700 000 à 800 000 mètres cubes par an. Et donc, on a proposé à la collectivité, l'Eurométropole de Strasbourg, un projet qui est relativement simple, au demeurant, de réutilisation des eaux usées traitées. C'est-à-dire qu'on récupère les eaux en sortie de station d'épuration qui sont déjà traitées, au final. On les retraite une seconde fois sur une installation de filtration. Ces eaux sont traitées de telle manière à répondre à la classification A norme européenne, en fait, et peuvent être réutilisées, en fait, dans le process de l'usine et remplacer, en fait, les eaux de forage. Donc on fait une économie assez simple, de 700 000 m3 sur de l'eau souterraine d'un seul coup. Ça, c'est une première étape, en fait, ce projet, parce qu'en fait, l'installation, elle peut être poussée demain
demain, je dirais, davantage. Et le projet qu'on aimerait mettre en œuvre avec l'Eurométropole de Strasbourg dans le futur, c'est un projet qui permettrait de sortir cette fois-ci de la station d'épuration et de pouvoir proposer un service de fourniture d'eau industrielle aux usagers du port de Strasbourg, parce qu'on est situé dans cette zone. Cette eau, de toute façon, elle est disponible et donc elle pourrait servir à d'autres industriels. Merci. Jules Heinz, au-delà d'un commentaire peut-être sur ce projet spécifique entre Veolia et la collectivité strasbourgeoise qui doit vous inspirer peut-être, je me pose la question surtout de savoir comment la DREAL accompagne justement les entreprises industrielles sur ces projets de réhute qu'elle porte ou qu'elle cherche à porter. Ce qui est intéressant dans l'exemple ici, c'est qu'on change de regard sur l'eau, qui n'est plus un déchet mais une ressource pour le territoire. Et c'est vraiment cette vision qu'on veut encourager à la DREAL, car elle correspond aux enjeux de sécheresse actuels. Mais pour répondre à votre question sur l'accompagnement, il faut préciser que la DREAL n'a pas vraiment de rôle d'accompagnement. Pour autant, on peut aider à préparer le terrain. L'idée, c'est de se parler très tôt, avant que le projet aboutisse, histoire d'éviter qu'un projet soit bloqué administrativement et qu'une entreprise engage des coûts importants sur un projet qui, administrativement, ne pourra pas voir le jour. Yoann Simon, vous avez réalisé donc cet investissement très conséquent pour recycler vos eaux de lavage. Je rappelle, 4 millions d'euros, me semble-t-il, pour une baisse de 40% de la consommation sur votre site de Benfeld. Vous en parliez, notamment avec le soutien de l'Agence de l'eau. Reimeuse, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Quelles sont les technologies peut-être qui ont été décisives? Quel retour sur investissement vous attendez? Alors sur les chiffres, sans vous assommer de chiffres, mais on est bien au-delà des 40% en réalité. Il faut aussi rappeler qu'on partait de très loin, qu'on exploitait une installation qui datait du début des années 70. Ouais. Et M. le maire a rappelé préalablement à quel point on se moquait de nos usages industriels de l'eau. Alors il disait 25 ans, là en l'occurrence c'est plutôt 50. On a une réduction qui est plutôt de 70%, mais je vais les traduire en valeur absolue. Je pense que c'est plus parlant et c'est plus intéressant. On considère dans notre profession qu'il faut en moyenne, alors c'est toujours en fonction des gisements et des territoires, faut rappeler l'importance du territoire dans l'usage de l'eau, 1,5 mètre cube d'eau prélevée dans le milieu naturel par tonne de granulats navets. Ça, c'est un ratio qui vaut en France métropolitaine dans nos métiers. Quand vous arrivez à 1,2 mètre cube à la tonne lavée produite, vos fournisseurs vous alerte en vous disant attention, on n'a plus nous de garantie d'efficience du lavage. Ce projet qui a vu le jour à Benfeld, qui a été inauguré, je disais, qui tourne depuis 1 an maintenant, c'est à peu près 0,8 à 800 litres d'eau propre prélevée par tonne de granulats produites, enfin de tonnes lavées produites. Donc on est à peu près moitié moins consommateur que le restant de la profession. Alors comment c'est possible? On n'est pas des magiciens, c'est des constats pragmatiques avant tout. On s'est posé la question de récupérer passivement toute l'eau qui est mise en œuvre malgré notre volonté, en dépit de notre activité. Alors, on va avoir toutes les eaux pluviales, les eaux de lavage des installations, toutes ces eaux-là sont collectées. On a aussi, il faut comprendre qu'on exploite, je l'ai dit, dans la plaine alluviale du Rhin. Quand on sort nos matériaux, évidemment, ils sont saturés en eau. Quand ces matériaux-là sont mis en stock, ils s'égouttent, c'est logique. Donc on collecte aussi toutes ces eaux d'égouttage. Donc c'est de l'eau qu'on n'est pas prélevée et qu'on va pouvoir stocker et réemployer, réutiliser. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, ça va être de récupérer l'intégralité de nos eaux de lavage. Toutes les eaux de lavage sont collectées. Donc, alors, tout ça, c'est stocké dans 2 cuves en béton étanches pour un total d'environ 130 mètres cubes de capacité de stockage. On réalise 2 décantations successives. Donc il faut comprendre que c'est de la matière minérale qui décante, c'est des eaux qui sont chargées en matière minérale. Cette matière minérale décantée, on vient la récupérer et on la valorise avec nos produits finis. Donc ce n'est plus un déchet, c'est un produit fini qui contribue d'une part à l'aménagement du territoire, mais aussi à dégager du chiffre d'affaires. C'est pas anodin. Les eaux de surverse, donc les eaux après décantation, celles-ci sont réemployées et en fait elles servent à mettre toute la fraction fine de nos matériaux, des matériaux qu'on traite en suspension. Donc c'est-à-dire qu'on va priver très rapidement dans le process le gisement qu'on traite de la fraction, enfin en gros, grosso modo des sables qu'on va venir mettre en suspension.
Et finalement, cette séparation qui se fait très tôt dans le process, elle nous permet de venir laver une quantité nettement moindre de gravillons. Et c'est ce qui nous permet d'abattre de manière drastique nos consommations d'eau claire. Et donc l'ensemble de ces eaux-là sont collectées. Donc c'est un circuit complexe où on a finalement 3 grandes familles d'eau. On a de l'eau claire pompée dans le milieu naturel, on a de l'eau collectée, stockée, prête à être réutilisée, et puis on a de l'eau chargée en sable qu'il va falloir traiter. Et ça c'est le deuxième volet de l'investissement, hein, qui aussi, je l'ai dit, a été accompagné par l'agence de l'eau rameuse. Et donc l'idée, c'est que cette troisième famille d'eau qui est chargée en sable, on vienne avec des cyclonages successifs récupérer toute la matière minérale qu'elle contient, en tout cas la plus grande partie. Et notre idée, c'est d'avoir un usage responsable de la matière minérale qu'on extrait de nos plans d'eau. Et donc on va venir par cyclonage successif et essorage de ces sables-là valoriser l'ensemble des sables. C'est un point qui est important et c'est intéressant. C'est même l'agence de l'eau qui nous a... qui a attiré notre attention sur ce point-là, c'est que avant cet investissement-là, on rejetait des eaux chargées et cette matière minérale contenue dans les eaux d'exor, les eaux de rejet, était un déchet de production. Et donc on rejetait un déchet qu'on sait pour autant valoriser à présent. Hein. On rejetait ce déchet dans le plan d'eau naturel. Cet investissement-là, aujourd'hui, il nous permet de valoriser quasiment 100% de la matière extraite et qui est traitée dans nos installations. Ça, c'est un point qui est essentiel. Merci. Ça va, je ne voudrais pas vous couper, mais voilà. Oui, je sais, parce que... Je réponds aux questions si on a le temps. Je peux en parler encore longtemps. Je vois bien. J'essaye d'être délicat, mais pour donner la parole à votre voisine quand même, Solène Silly, parce que de votre côté, vous réussissez à économiser, alors j'ai noté 7%, j'espère que c'est à peu près juste, de vos volumes par an et enregistrer une baisse significative, dérogée par la mise en place de ce dispositif dont vous allez nous parler, d'osmose inverse, qui vous permet d'obtenir une eau de qualité pour votre process. Mais de quoi s'agit-il donc et quelles sont vos perspectives pour aller plus loin encore ? Alors déjà, c'est pas 7%. Depuis qu'on l'a mis en route, nous économisons 15% d'eau. Voilà. Donc c'est presque 2 fois plus. 17, oui, en une semaine. Qu'est-ce que c'est l'osmose inverse ? Moi aussi, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais faire simple et schématique. Tout à l'heure, je vous ai parlé du cracking et l'idée d'aller venir chercher tous les ingrédients qu'il y a dans le lait. Et donc, en fin de ce cracking, il nous reste quelques particules, quelques ingrédients qu'on veut venir concentrer. Et donc cette osmose inverse, c'est en fait, prenez l'image d'un filtre à café, un gros filtre à café avec des pores, où d'un côté on va passer notre coproduit issu de la fin du process laitier, et d'un côté donc on va concentrer ce coproduit, et de l'autre côté on va en sortir l'eau. Donc on va le concentrer en évacuant une partie de l'eau. Le filtre, il a des pores, et donc c'est ce qui permet de faire la séparation. Et donc l'eau qui sort de notre coproduit est réutilisée dans le process pour venir nettoyer et purifier nos ingrédients, notamment les protéines. Donc c'est un double enjeu et un double gain. Premièrement, notre coproduit, il est concentré sur un process à froid versus avant sur un process qui consommait énormément de vapeur. Et deuxièmement, la réutilisation de l'eau issue du process issue du process laitier. La reuse, la reute, voilà. Ouais. Ça dépend de quel point de vue on se place. Bien dedans. Hein. Et l'idée, c'est, à bon entendeur, c'est de développer cette osmose inverse sur une autre de nos filtrations. Voilà. Oui. On a bien senti. Laurent Kozmalski, juste une petite question au-delà des résultats techniques. On comprend bien cette évolution positive et vous en parlez très bien toutes et tous. Quel bénéfice est-ce qu'on peut identifier pour la compétitivité, peut-être l'image aussi des industriels, selon vous ? Ça joue aussi, non ? Ça a été dit tout à l'heure, si on prend l'exemple aujourd'hui des data centers qui vont s'installer quoi qu'il arrive en France, puisqu'on a une énergie décarbonée en abondance,
il y a quand même une logique d'acceptabilité sociale à chaque projet qui doit s'implanter. Donc, on sait que c'est des ouvrages qui consomment beaucoup d'eau. Donc, c'est sûr que, je pense, dans le regard des parties prenantes sur l'installation de ce projet, le sujet de l'eau doit être regardé de près. Et donc, c'est vrai que alimenter ces sites avec de l'eau, des eaux alternatives ou alors des process intelligents de refroidissement, c'est extrêmement important. Et sur d'autres entités, alors on a des partenariats Veolia avec forcément des tas de groupes dans le monde, mais je peux en citer un. Alors c'est un groupe qui est pas présent ici, mais c'est le groupe L'Oréal. On a un accord avec le groupe L'Oréal de coopération, parce que le groupe L'Oréal, c'est vraiment un groupe comme d'autres ici, je pense, présents, qui a une vision de son impact eau qui est extrêmement forte. C'est une entreprise qui a une notoriété telle que le greenwashing peut être totalement destructeur pour l'image de la marque. Et donc, ils veulent aller beaucoup plus loin que la moyenne dans la gestion de l'eau, et notamment dans ces questions de recyclage, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un vaste plan de mise en œuvre de recyclage et de réduction des consommations d'eau sur la totalité de leur site. Donc effectivement, c'est des sites sur lesquels on va déployer les technologies qu'on a citées là, de l'osmose inverse, de la production d'eau ultra pure, du recyclage. Et c'est presque là où on fait les plus belles installations qu'on peut concevoir. Jules Heinz, toutes ces transitions dont on parle, j'imagine que tout ça est reconnu aujourd'hui par l'administration comme un réel progrès, qu'on accompagne, qu'on soutient et que c'est un vrai atout pour les territoires, finalement. Oui, clairement. La réutilisation et plus largement la sobriété hydrique permettent d'une part réduire la pression sur la ressource et d'autre part de sécuriser certains usages en période de tension, en période de sécheresse notamment, et donc de renforcer la résilience des territoires. Pour autant, l'approche doit rester encadrée. L'administration veille à ce que les projets restent bien compatibles sur le plan sanitaire et sur le plan environnemental. Donc c'est un atout reconnu, mais qui doit se déployer dans un cadre sécurisé et maîtrisé. Et vous êtes là pour y veiller. C'est ça. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous souhaitez poser l'une ou l'autre question avant de clore tranquillement cette troisième et dernière table ronde? Je crois qu'il y a... Ah oui, pardon, excusez-moi. Qui souhaite intervenir une fois, deux fois? Personne? Alors, ma question, vous l'avez entendu tout à l'heure lors de la première et de la deuxième table ronde, votre mot-clé pour sortir tranquillement de cette table ronde et puis inspirer les personnes qui sont là pour peut-être réussir ce process d'acculturation à une autre modalité qui s'appelle le recyclage et ou la réutilisation. En un mot. J'allais vous dire, vous m'avez coupé précédemment, j'en propose deux. Bien sûr. Je vous propose innovation et transparence. Merci. Madame Sylvie. Moi, pour le coup, alors j'ai pas un mot, c'est juste une façon de penser, mais voilà. Ça va être rapide quand même. J'ai bien fait de passer avant. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, par exemple, à titre personnel, je travaille dans une industrie qui est très consommatrice d'eau. Maintenant, je suis très contente de pouvoir agir à mon échelle et à mon niveau pour mettre en place des sujets qui permettent d'économiser l'eau. Donc, voilà. S'approprier le sujet. Je le résume en 3 mots, vous voyez? Oui. Jules Heinz. Moi, je dirais être moteur, parce que lorsqu'il y aura des restrictions en période de sécheresse, ça s'appliquera directement aux activités industrielles. Et ce sera trop tard pour envisager des modifications qui permettraient de réduire des consommations ou de vous adapter. Merci Laurent Kozmalski, on va clore avec dire vous. Un peu la même chose, je veux dire que pour moi c'est un non négociable en fait aujourd'hui pour un industriel de s'occuper de son eau. On l'a vu, la menace est quand même assez grande. Et voilà, la moindre restriction d'usage ou de pénurie d'eau, c'est tout un secteur d'activité qui peut s'écrouler. Je pense que c'était le mot vital qui avait été cité tout à l'heure, oui. Que je pense pertinent en fait. Voilà. Ils étaient super comme tous les autres intervenants. Je voudrais qu'on les applaudisse, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Je vous laisse retrouver vos places. Mesdames, messieurs, chers invités,
J'espère que vous aurez apprécié la teneur pertinente et particulièrement documentée de ces 3 tables rondes que nous venons de vivre dans un rythme, je vous l'accorde, plutôt soutenu. Un grand merci encore à tous nos témoins et experts qui m'ont soutenu dans l'exercice. Il me revient maintenant le plaisir de lancer la courte séquence qui va venir clore nos travaux. Et c'est avec plaisir que j'invite sur scène Loïc Vautrin et Xavier Morvan. Messieurs, si vous voulez bien. Vous pouvez les encourager. Merci messieurs de nous consacrer ces moments conclusifs. Xavier Morvan, j'imagine que rien n'a changé depuis l'ouverture de ce colloque. Vous êtes toujours le directeur général de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Quant à vous, Loïc Vautrin, il me plaît à rappeler que vous êtes le directeur général de l'Europe, l'Agence de développement économique Nancy Sud de Lorraine. Merci encore une fois pour l'organisation et cette initiative de nous réunir aujourd'hui. Messieurs, que retenir de cet après-midi de réflexion articulée autour d'une excellente présentation de la part de Simon Porcher, qui nous a aidé, je crois, à bien rappeler les grands enjeux qui structurent l'économie de l'eau, autour aussi de témoignages de nombreux industriels qui, partout dans les territoires du Grand Est et du bassin Rhin-Meuse, agissent avec beaucoup de volonté et d'intelligence pour apporter des réponses concrètes, significatives en matière d'une meilleure gestion durable de l'eau. Alors le chemin est long, monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais les trajectoires semblent réellement posées. On a recueilli beaucoup de bonnes nouvelles finalement aujourd'hui. Je vous laisse réagir à ces mots, messieurs, pour clore tranquillement. J'ai un plus petit mémo que mon voisin, donc je vous rassure, ça sera très court. Tu l'as dit, en fait, on est déjà en chemin. Il y a déjà beaucoup de choses, hein. C'est pas la première édition de ce colloque. Tout à fait. Ce qui est important, c'est vraiment je le redis, parce qu'on intervient dans tous les domaines de développement économique, et l'eau, c'est un des rares domaines dans lequel c'est clair. Il y a un programme de l'Agence de l'eau qui est jusqu'en 2030. On a des services de l'État qui sont aussi tous alignés. Donc c'est vraiment presque le seul domaine aujourd'hui dans l'économie où il y a une route tracée, que ce soit au niveau de la France ou de l'Europe, c'est clair, on est en avance, on y va, donc il faut vraiment profiter, parce qu'après il y aura vraiment un problème de disponibilité de la ressource. Et je pense que c'est important aussi, et on l'a fait cet après-midi, c'est de décloisonner et de penser, alors c'est comme le proverbe chinois qui dit faut penser d'où vient l'eau quand on la boit, c'est vraiment ça, c'est penser au global et pas juste dans ma parcelle, dans mon usine. C'est quels impacts ça a autour. Et vous avez l'ensemble aujourd'hui des acteurs autour de vous pour vous accompagner là-dessus. Donc tout est fait pour faciliter la tâche. C'est suffisamment rare pour le signaler. Avec de la visibilité, des financements encore disponibles. Je ne peux pas dire mieux que ça. Merci Loïc Vautrin. Xavier Morvan. Certes. Ah. Allumé. Sinon je... Alors certes, j'ai écrit beaucoup, mais c'est peut-être parce que je sais moins bien plier les feuilles que toi. Simon Porcher était poète aussi. J'avais lancé une phrase de poésie, mais je trouve que quand il a parlé de l'eau en partage, une odyssée en commun sur une ressource rare ou en raréfaction, je trouvais que c'était assez sympathique comme image. Il nous a évoqué tout ce qui est autour du stress hydrique et j'ai retenu de son intervention quelque chose de court, mais sans eau, pas d'économie. Et après, on a fait parler les industriels. Et c'est au travers de Blue Pepper, d'ArcelorMittal, de Kimberly-Clark et puis du PETR local. On a parlé de résilience et on a terminé sur 3 mots qui étaient ceux de la compétitivité, du partage et de la sobriété. Puis sur les aspects de la donnée au service de la performance hydrique, avec Pam Saint-Gobain qui nous accueille et que je remercie encore une nouvelle fois, avec Eger et avec Mersenne. On a terminé sur un verbe d'action qui est le verbe investir, qui montre finalement le côté allant des industriels. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs ont parlé d'équipe, du partage que ça peut occasionner au sein de leurs équipes et certains ont insisté d'ailleurs sur le bloc opérationnel en disant finalement c'est ceux qui tournent les vannes qui font les économies d'eau. Et puis il y a eu le mot enthousiasme et moi je dois dire que dans un contexte international qui est un peu stressant, qui d'ailleurs m'éloigne un petit peu en ce moment du JT du 20h, d'ailleurs je vous invite tous à le faire, 15 jours de vacances loin du JT, finalement on se ressource. Puis quand on arrive de vacances avec un colloque comme celui-ci où on entend des gens passionnés, tous les participants qu'on a
tous les intervenants, certains venant de loin, qui se sont succédés, ont eu tous un discours que j'ai trouvé engagé, éclairant, qui pour moi était vraiment porteur de sens. Je les remercie d'ailleurs, parce que je ne sais pas combien de fois a été citée l'agence de l'eau, mais voilà, on n'est pas tout seul, il y a aussi l'Europe. Mais en tout cas, ça fait du bien. Et puis, je ressens aussi une certaine fierté, voilà, à piloter un établissement public comme l'agence quand j'entends le bienfait que nos programmes d'action peuvent avoir sur le dynamisme, l'innovation du secteur industriel. Du coup, je remercie aussi l'ensemble des participants, parce que notamment ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ça fera plus de liquide pour ceux qui restent tout à l'heure. Donc, la petite pause qui va suivre va se transformer presque en apéritif. Je vous prie de bien vouloir excuser la longueur sans doute que j'ai pris en début d'intervention. Je ferai plus court. Je remercie Saint-Gobain encore une fois pour son accueil sur site, qui est un site qui montre aussi l'excellence française. On parle beaucoup de souveraineté, mais vous avez juste à l'entrée de cette salle une énorme conduite en fonte ductile qui fait un peu plus de 2 mètres, mais il y en a une beaucoup plus petite, un peu cachée derrière, qui correspond à une conduite du château de Versailles. Ça vous montre quand même qu'on sait faire durable, sans doute plus durable que les concurrents indiens ou chinois que peut avoir Saint-Gobain, PAM aujourd'hui, sur la mise en place des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Je remercie notre animateur Guy Guécut, ainsi que Simon Porcher en qualité de grand témoin. Je remercie l'Europe en qualité de partenaire. Et puis, je voulais naturellement, comme je le fais à chaque fois, remercier l'équipe com de l'agence pour la qualité de la mise en place de ce colloque, et puis l'ensemble des chargés d'intervention Sévi, qui sont vos interlocuteurs de l'agence. Et si vous savez... si j'ai pris pour nous le sentiment de fierté, parce que vous avez été notamment les intervenants, vous avez pas mal cité les aides de l'agence. Les crédits de l'agence ne seraient rien sans des équipes compétentes qui savent être à vos côtés. Voilà, je vous remercie tous. Merci messieurs, Xavier Morvan, Loïc Vautrin. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots chaleureux, empreints d'optimisme, qu'on va tranquillement nous diriger vers l'autre partie de ce colloque Eau et Industrie édition 2026, c'est-à-dire l'apéritif. Permettez-moi de renouveler les remerciements à l'ensemble des intervenants. Ils ont été vraiment super. C'est un bonheur d'interroger des personnes aussi passionnées par leur métier et découvrir ce qu'ils et elles font. Un merci appuyé à toutes les équipes techniques. Tout a très bien fonctionné. Vous vous reconnaissez là-haut, même si je ne vous vois pas. Un grand bravo aux organisateurs, l'Europe, bien sûr, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, des équipes qui m'ont beaucoup aidé dans mon travail. Mille merci. C'est un honneur pour moi d'avoir travaillé avec vous. Un merci reconnaissant à Saint-Gobain PAM. Arnaud Tréguer est resté avec nous. On saluera évidemment votre directeur général et toutes les personnes qui nous ont aidés à ce que tout se passe bien ici. J'espère vous retrouver bientôt pour d'autres débats. Portez-vous bien. À bientôt. Merci.